Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une nouvelle édition du MLS Africa Plus. Pour une seconde fois, nous allons parler de l'Impact parce que l'Impact fait malheureusement les manchettes pour les mauvaises raisons. Et après Capitaine Soccer Julien, eh bien cette fois, on a décidé de faire revenir un de nos habitués, le co-animateur du podcast Lopo Avendano, mais également co-animateur du tout nouveau podcast Blaugrana, comme quoi notre invité affiche ses couleurs et son appartenance au FC Barcelone. Maintenant, ça n'a plus de secret pour personne. Eh bien, vous aurez compris qu'on accueille aujourd'hui, pour parler de l'Impact de Montréal, Alec Avendano. Alec, encore une fois, re-bienvenue à l'émission. Ah, ben gros merci Mathieu, surtout pour l'invitation en fait. Merci aussi de parler de mon nouveau podcast, en fait le Blaugrana podcast avec Michael Miller, mon collègue. Jamais caché mon amour pour le Barça, c'est sûr qu'un podcast 100% Barça, comme tu l'as dit, maintenant tout ce que je veux dire en fait, tout le monde va savoir que je suis biaisé pour le club. Ouais. Ben, en tout cas, si tu voulais faire fuir les partisans du Real à l'aube de la finale de la Ligue des Champions, ben c'est réussi. Mais tout ça pour dire que maintenant, c'est sûr que ce n'est plus un secret pour personne. S'il y a des gens qui ne le savaient pas, eh bien maintenant, on a fait notre portion pub, un nouveau programme, comme on dit. Mais là, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de peut-être un peu moins glorieux que le Blaugrana. C'est évidemment le bleu-blanc-noir, l'Impact de Montréal, suite entre autres à cette défaite contre l'Union de Philadelphie. Vous aurez compris, pour ceux qui écoutent ce podcast, qu'on enregistre juste avant le match pour le 25e anniversaire de l'Impact, c'est-à-dire le match contre Zlatan Ibrahimovic et le Galaxy de Los Angeles. Donc, ceux qui l'écoutent, ça sera peut-être après le match. Mais ça ne nous empêchera pas d'évoquer différents sujets qui ont été évoqués un peu partout dans tous les médias. Moi, j'aimerais qu'on revienne, comme j'aime bien le faire, du général au particulier. Moi, personnellement, quand je pense à l'an dernier, on a souvent dit que l'Impact n'avait pas un 11 titulaire stable l'an dernier, malgré que l'effectif était composé de beaucoup de vétérans qui avaient dépassé 30 ans pour la plupart. C'était un des effectifs les plus vieux de la MLS. On avait essayé l'an dernier de miser sur la stabilité par rapport à il y a 2 ans, quand l'Impact avait atteint la demi-finale contre Toronto. Mais l'arrivée d'équipes comme notamment Atlanta United et l'amélioration de d'autres ont fait que l'Impact n'a pas fait les séries l'an dernier. Et ce faisant, on semble avoir eu un problème d'évaluation du personnel. Et là, lorsqu'on en arrive à cet été, après avoir changé l'entraîneur et après aussi avoir tenté de rebâtir un peu cet effectif, bien justement, la direction n'a pas osé parler de reconstruction, n'a pas osé prononcer ce mot-là. Au contraire, Joey Saputo a dit qu'il attendait en fait de son club que l'Impact en fait revienne dans les playoffs cette année. Alors moi, je te pose la première question. Est-ce qu'on n'avait pas des attentes trop élevées pour cette saison, en dépit du changement d'entraîneur puis du staff technique en place, puis de plus de 50% de l'effectif? Absolument, moi je pense que les attentes étaient beaucoup trop élevées. Comme tu dis, on a beaucoup de joueurs qui sont partis. Un changement de staff presque au complet. Et tu commences une saison avec 6-7 nouveaux joueurs dans le 11 partant, dont 3 que tu achètes 2 semaines avant ou même pendant entre les 2 premiers matchs, j'ai envie de dire. Tiens, un Rod Fanny parce que Diallo il se blesse. Rudy Camacho qui est arrivé aussi en plein milieu du début de l'année. Dire que je comprends ce que Saputo voulait dire, qu'on visait les séries. Je pense que l'Impact, honnêtement, visait de faire les séries. Après, est-ce que c'était plus un... Si on réussit les séries, ça va être un exploit, ça va être nos attentes élevées, certes, mais on est ambitieux et on vise les séries dès la première saison de Rémi Garde. Je pense que c'était plutôt ça le point de vue de l'Impact. Après, si on regarde ça froidement, oui, je pense que c'était des ambitions peut-être trop élevées par rapport, comme tu l'as dit, à tous les changements à cette ligue qui devient de plus en plus meilleure et le recrutement, encore une fois, qui fait défaut. Là, et pendant l'été, on se le disait tous, là, c'est pas avec ce recrutement-là, que ce soit Rémi Garde, Guardiola ou Mourinho, l'entraîneur, que l'Impact va faire quelque chose de grandiose. Là. Mais justement, un recrutement, et les agents le disent, les consultants le disent, ça prend des mois de préparation. Et il semble qu'on a attendu à ce que le moment que Rémi Garde soit embauché pour que le recrutement commence. Donc, on ne pouvait pas espérer en 2-3 mois bâtir un effectif plus compétitif que celui de l'an dernier. Je me trompe non, pas absolument, en disant je pense que tu as raison même. Moi, c'est ce qui m'inquiétait le plus, même quand j'en parlais avec Nilton, Fred.
hors onde, on regardait ça, puis on se disait, honnêtement, la pré-saison, elle est commencée, et on regardait l'effectif, on se faisait notre 11 partant sur le banc, et il y a encore, des trous énormes. Et beaucoup de trous. Il manquait des latéraux, il manquait un neuf qu'on n'a toujours pas remplacé. Il manquait des milieux de terrain. Taider est arrivé un peu en panique, j'ai envie de dire, parce que Blérim n'a pas voulu rester. Donc, en regardant le recrutement, on espérait tous que je pense que Garde allait faire un petit miracle. Mais en regardant le recrutement, peu importe l'entraîneur, là, je pense que c'était pas évident, mais le contraire aurait été une surprise, là, encore une fois. Que Garde réussisse à faire quelque chose avec ce recrutement-là, ça aurait été un exploit. Et comme tu l'as dit, là, ça prend des mois à le préparer. Les équipes arrivent en pré-saison, ils ont déjà acheté leurs joueurs ou il manque un ou deux joueurs qui vont amener un complément à un effectif déjà bâti. L'Impact, j'ai l'impression qu'ils ont voulu acheter leur colonne vertébrale en début de l'année où les joueurs n'étaient pas acclimatés, avec un staff qui n'était pas acclimaté. Donc oui, le recrutement a été beaucoup trop tardif, beaucoup trop passif et beaucoup trop, je sais pas, naïf, j'ai envie de dire. Rémi Garde, lorsqu'il est arrivé, a parlé de projet. Et Joey Saputo également avait dit que Mauro Biello et son staff n'avaient pas réussi à implanter une philosophie de jeu. On en avait déjà parlé, si tu te rappelles. Moi, j'avais dit qu'il y en avait une. Est-ce que c'était conscient ou inconscient? Mais MLS, c'était une philosophie essentiellement basée sur le jeu de contre avec transition rapide vers l'avant. Et là, c'est devenu à un point tel qu'on était devenu, je pense, prévisible l'an dernier, au point que Mauro Biello a tenté d'implanter autre chose, mais son effectif était peut-être trop limité pour pouvoir jouer autrement. Maintenant que Rémi Garde est là, ça implique probablement, et on a des signes de ça, on en a vu au camp d'entraînement, un changement de philosophie et un changement dans l'identité, en tout cas pour ce qui est du fond de jeu, de l'animation, tout ça. Alors, autant que, comme on a dit, que le recrutement pour rebâtir une équipe avec un effectif qui avait déjà pas un 11 titulaire, ça prend du temps. Mais est-ce que tu es d'accord à ce moment-là pour dire que lorsque tu veux changer une identité puis une philosophie du jeu, ben là, ça prend encore plus de temps. C'est comme changer, comme naviguer en pleine tempête puis tu essaies de faire demi-tour, là, en quelque part. Parce que tu es habitué à suivre un courant. Là, tu veux changer. Ça prend un peu plus de temps à faire là aussi. Là. L'un ne va pas sans l'autre. Moi, je pense que le mot projet utilisé par Saputo et Garde fait du sens. Et moi, je suis pas non plus de ceux qui disent que vu que Garde a des mauvais résultats, qu'il faut absolument tout jeter de cette année. Je pense que c'est une très mauvaise début de saison. Les résultats sont horribles. Par contre, quand tu vas chercher un staff de la trempe de Rémi Garde, il faut que tu le laisses travailler, il faut que tu lui laisses du temps. Oui, on peut remettre en question ses décisions, bien évidemment. Je ne suis pas non plus de ceux qui disent c'est gars, faut pas le toucher, laissez-le tranquille. Non, c'est correct de le critiquer, c'est correct de remettre, encore une fois, faire des remises en question. Par contre, un projet, ça prend du temps, tu l'as dit, implanter une philosophie de jeu, ça prend du temps, ça prend une structure, ça prend un changement de mentalité. Et c'est surtout ça mon point. Rémi Garde, même si les résultats, là, que ce soit sur le jeu, Rémi Garde, je pense que le plus gros changement, ça va pas être le 4-3-3, le 4-2-3-1, ça va être cette mentalité-là. Il a déjà envoyé des pics à ces joueurs. Ici, ils n'ont pas la culture de l'entraînement. Il y a des joueurs ici qui ne me font pas douter, en fait. Quand on a dit pourquoi Jackson n'est pas partant, il fait aux entraînements, j'ai pas l'impression qu'il vient pas me provoquer pour que je le mette partant. Quand on le dit Maduro, il s'est quand même créé une chance quand il fait mais il n'a pas marqué. Donc, tu sais, on voit un changement de mentalité. On voit quelqu'un qui veut des résultats. Il se contente pas des oui, mais il a fait un beau. Non, il faut que ce soit direct à l'entraînement, au match, que ça soit satisfaisant. Peu importe le nom du joueur, il doit toujours donner 120-200% pour le club. Et je pense que c'est ça le plus grand changement qui va arriver à l'Impact de Montréal. Évidemment, là, si Saputo il laisse le temps à Rémi Garde, mais je pense que c'est plutôt là le changement qui va se faire au sein du club. Et c'est sûr que les résultats doivent suivre, que le recrutement a été très déficient. Mais question de mentalité, changement de philosophie, je pense que c'est ça que Garde va amener à l'équipe. Et effectivement, là, ça va prendre plus que 10 matchs MLS. Là. Mais justement, est-ce que toi, tu as vu au cours de ces 11 premiers matchs, ce tiers de saison, des signes d'un changement dans la façon de jouer ou dans l'identité de jeu, dans l'animation que Rémi Garde cherche à implanter, mais de façon plus précise? Toi qui as déjà entraîné des jeunes, là, est-ce que ton œil de lynx a pu identifier des cas précis où tu t'es dit « Ah, ça c'est différent de ce que Mauro Biello, de ce que Frank Lopez faisait, par exemple. » Des matchs où l'Impact a voulu défendre, ou surtout l'Impact a beaucoup joué avec un joueur en moins durant beaucoup de matchs. Le moral était un peu bas.
mais j'ai vu des joueurs peut-être plus polyvalents, des joueurs. J'ai vu surtout une équipe plus, comment je pourrais le dire, mieux placée sur un terrain. L'année passée, j'ai l'impression que les joueurs jouaient beaucoup à l'instinct. Beaucoup de. Bon, j'imagine que c'est ma place, donc je pense que je dois faire ça. Tandis que cette année, ça a l'air beaucoup plus clair, même si les résultats sont pas là. On a l'impression d'avoir, surtout les premiers matchs, surtout par exemple les 2 victoires là, contre Toronto et Seattle, tout le monde savait quoi faire sur un terrain, à l'image d'un Piet là, qui s'est complètement transformé cette saison, parce que j'ai l'impression que dans un système déjà plus solide, avec plus rigide, chacun est à sa chaise et chacun peut mieux exploiter ses talents. L'autre problème de ça, c'est qu'il y a des gars qui sont pas à leur place, se font peut-être exposer un peu plus. Là. Un Petrasso, il y a de la difficulté défenseur droit, peut-être classique. Peut-être falloir trouver une solution là-dessus, mais encore une fois, un Piatti, on a maximisé un peu Piatti dans le 3-5-2. Après, on a dû remodeler tout ça parce qu'on avait besoin d'aide au milieu. Mais tu sais, c'est des changements, des tentatives de mettre des joueurs à leur meilleure position. Là où Biello, il faisait, j'ai l'impression, le 11 partant, il avait fait un mois avant la saison, il l'avait fait pour toute l'année. Les changements étaient déjà prévus et tout. Garde, on voit que les joueurs ont plus de consignes individuelles qui font du bien à l'équipe, collectivement. Et j'ai l'impression de voir plus de tactiques, de consignes sur un terrain. En fait, avec Biello, comme j'ai dit tantôt, on dirait que les joueurs jouent à l'instinct. On dirait que c'est un peu extrême comme exemple, mais on dirait que c'est quand tu vas dans un parc. Bon, tu fais 2 équipes et on joue. Tout le monde joue un peu à l'instinct, tout le monde essaie de deviner comment les autres jouent et ça jouait comme ça. Là, je sens plus de consignes, plus de tactiques. Les résultats sont peut-être pas là, mais encore une fois, il y a plus d'encadrement, je trouve, avec Rémi Garde. Tu as parlé tantôt de recrutement déficient. Est-ce que ça veut dire pour toi que la structure du recrutement en haut là, de Rémi Garde, est-ce qu'elle ne devrait pas changer? Moi, j'ai souvent évoqué qu'il faudrait au sein de cette équipe-là, au sein du club en fait, une cellule de recrutement avec de vrais dépisteurs de façon à élargir le champ des possibilités. Et ne pas juste se fier au réseau de Nick DeSantis, de Adam Brass. Est-ce que tu penses que, selon toi, une cellule de dépisteurs, ça aiderait l'Impact là, de façon à élargir un peu son réseau et pas juste se fier au réseau actuel là, pour Oui, l'instant? je pense que le recrutement est, à mes yeux, encore une plutôt fois, quand j'ai dit limité. déficient, là, ça va pas bien. Il y a quelque chose à faire avec ça. Est-ce que c'est en haut de Garde? Ça, c'est dur à dire. Je pense que Garde... il y a beaucoup de rumeurs qui couraient comme quoi que c'est Garde qui décidait des joueurs, comme quoi que c'est Garde qui disait oui ou non. Après, il dit oui ou non à des joueurs proposés par DeSantis, j'imagine. Donc, c'est un peu lié. Oui, je pense que le club doit s'ouvrir les portes. Et c'est ironique, là, mais il doit s'ouvrir les portes en MLS. Un Rudy Camacho à 700 000 par année. Tu dois trouver un Américain, un Canadien, un défenseur central qui va te coûter le tiers de ce prix-là et qui va connaître la ligue et qui va être bon. Et surtout, qu'on va pas arriver, on va faire, j'espère qu'il est bon. On ne l'a jamais vu jouer. Il ne peut jamais jouer ici. Est-ce qu'il parle anglais? On ne sait pas. Est-ce qu'il connaît bien les joueurs? On ne sait pas. Est-ce qu'il va être allé dans cette ligue? On ne sait pas. Et tu le mets 700 000 sur d'énormes interrogations comme ça. Ces joueurs-là, tu dois les trouver ici. Une équipe comme les Red Bulls de New York, qui pour moi est un des meilleurs exemples en MLS, c'est tous des joueurs. Tu as presque l'impression qu'ils sont interchangeables tellement qu'ils vont tous acheter les mêmes profils pour la première équipe, pour la deuxième, pour les jeunes. Et les joueurs arrivent en place d'autres et finalement, sur le terrain, c'est presque le même produit. L'Impact doit viser ça. On n'est pas Atlanta. On n'est pas New York City FC, on n'est pas Toronto FC. On peut être des Red Bulls de New York avec un Piatti, un Wright Phillips et des joueurs qui entourent cette équipe, qui entourent ces superstars-là. Donc oui, je pense que l'Impact doit arrêter d'aller chercher là, des joueurs européens juste parce qu'ils sont européens. Tu sais, un Taider, un DP, encore une fois, c'est correct. DeSantis a fait des bons coups. Là. Piatti, c'est lui, là. C'est le meilleur joueur qui a joué pour l'Impact de Montréal. Donc, il y a des bons coups aussi. Après, je pense que la colonne vertébrale, elle doit venir de MLS, j'ai envie de te dire, de ces équipes de jeunes ou les fameux Moneyball, le terme qui est quand même souvent utilisé. L'Impact doit faire ça. Donc, pour faire ça, tu as besoin de meilleurs scouts. Tu as besoin d'une équipe de recrutement là, qui travaillent que pour ça, aux États-Unis, au Canada. Julien, lors de mon dernier podcast, avait parlé des profils des joueurs que tu vas chercher pour instaurer ta philosophie de jeu. C'est intéressant parce que là, tu as parlé des Red Bull. Puis les Red Bull, il y a une synergie entre les équipes dont le conglomérat Red Bull en assure, là, si on veut, la direction. Que ce soit le Red Bull Leipzig ou le Red Bull Salzbourg, le Red Bull de New York.
Ces équipes-là ont peut-être une identité de jeu légèrement différente, mais leur approche globale, et en particulier au niveau du recrutement, mais aussi au niveau de la formation, ça indique clairement un plan clair, établi, où on investit beaucoup justement là, dans les jeunes et à créer un esprit de groupe autour de ça. Et là, on greffe après ça les morceaux de l'extérieur pour créer l'osmose là, et l'équipe qui va être sur le terrain. Alors là, ça m'amène à te poser la question pour faire le lien entre les deux sujets qu'on a évoqués précédemment. Est-ce que justement, à travers l'idée qu'on a évoquée d'une cellule de recrutement élargie, est-ce qu'il ne faudrait pas justement, grâce à cette cellule-là, permettre d'identifier des profils qui pourraient plus facilement correspondre à la philosophie d'un Rémi Garde et pas juste garder, encore une fois, juste Nick DeSantis et Brass qui, pour l'instant, quand je regarde le recrutement depuis 6 ans, c'est pas mal des profils de joueurs qui ne jouent que le jeu de transition, c'est-à-dire la contre-attaque avec la transition rapide vers l'avant. Il n'y a pas de joueur qui semble techniquement capable de tenir le ballon. Là. Je donne un exemple comme ça, où il n'y a pas de joueurs physiques qui peuvent s'imposer face à des adversaires qui ont une force physique contre le jeu aérien, par exemple. Tu vois, ce genre de petits détails-là, j'essaie de creuser plus loin, mais je pense que c'est un bon qu'est-ce que point. tu penses Tu dois de acheter tout ça? des joueurs par rapport à ta philosophie de jeu et pas forcément, encore une fois, pas parce que le joueur a un nom intéressant, une bonne réputation, qui va être bon et finalement ça va fitter. Non, tu dois avoir un système clair et précis. Tu l'as mentionné encore une fois, les modèles des Red Bulls, c'est les meilleurs parce qu'en Europe, c'est un peu la même chose. C'est des équipes rapides, talentueuses, jeunes qui jouent au ballon. En MLS, honnêtement, depuis que Biello a mentionné le nom possession, on dirait que tout le monde fait une obsession là-dessus. Là. On n'est pas le Barça. Personne en MLS joue avec 68-70% de possession de balle. Tu as besoin des gars physiques, à l'aise techniquement, sans être exceptionnels, qui se projettent rapidement vers l'avant, et des défenseurs grands, physiques, solides. Tu sais, à l'image d'un Toronto FC, là, c'est des gars talentueux, mais aussi physiques, comme tu l'as mentionné. À l'Impact, on dirait qu'on est entre les deux. On veut des gars techniques ou pas trop physiques parce qu'on se dit qu'on va avoir la balle. Mais MLS, ça fonctionne pas. Que ce soit à Rémi Garde non plus, ça va peut-être pas fonctionner. Les joueurs qui techniquement peuvent évoluer sans avoir besoin de leur physique, c'est des joueurs de classe mondiale. C'est pas forcément des joueurs qui ont été en MLS. Même un gars comme Piatti travaille énormément, physiquement aussi, pour s'adapter à la ligue. Oui, je pense que le recrutement doit être basé sur ta philosophie. Prends encore exemple de Camacho. Tu aurais dû avoir 3-4 options de défenseur central meilleures que Camacho. Pas forcément meilleures sur le terrain, mais meilleures financièrement. Et surtout une valeur plus sûre. Là, parce qu'encore une fois, l'Impact prend beaucoup de risques. Là. Des Mancosu à 700 000, des Camacho à 700 000, même Donadel qu'on prolonge à 354 000, je crois. Ça fait des gros risques pour des joueurs qui sont pas faits pour cette ligue-là, qui sont pas faits pour la philosophie d'un club. Et finalement, ça fait que l'Impact est, comme on le voit sur le terrain, là, mais c'est la même chose dans sa structure de recrutement, c'est très, très déséquilibré. Là. Oui, puis en quelque part, moi j'ai comme le sentiment que l'Impact paye le prix justement également des déficiences au niveau des recrutements antérieurs des années passées. Juste l'exemple d'un défenseur qui a une présence physique, ils ont nié l'importance d'avoir un défenseur de cette trempe-là pour pouvoir contrer le jeu aérien pendant plusieurs années. Puis on a vu quand Matteo Ferrari est arrivé, la différence qu'il avait fait à l'époque. Diallo, on a vu quand l'entraînement ce qu'il pouvait apporter. Alors là, quand tu fonctionnes un peu en retard, ben forcément, tu ne peux qu'être qu'en reconstruction. Mais là, je vais citer Vincent Détouche. L'impact est là où il doit être en ce moment, à mes yeux. Et là-dessus, il avait raison. Donc, il va falloir probablement y aller un match à la fois d'ici la fin de la saison pour continuer, si on veut, la reconstruction. Mais cela dit, est-ce que tu penses qu'il y a une marge de progression avec le personnel actuel? Est-ce que tu as des joueurs là, parmi ceux qu'on a recrutés ou ceux qui sont dans l'alignement? Là, est-ce que tu vois une marge de progression là, parmi certains mais je pense que oui. Je pense que dans l'effectif de l'Impact? C'est un début de saison. Ça va mal. Mais sur le terrain, je pense qu'il y a la progression qui peut être faite. Tu sais, depuis tantôt, je blaste un peu Rudy Camacho, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut progresser. Pas parce qu'il est jeune, il a quand même 27 ans, mais je veux dire parce que il vient d'arriver, il va s'adapter à la Ligue plutôt. Donc, je vois quand même une marge de progression. Un Petrasso aussi, là, qui lui, c'est dans ce jeune âge. Kroliki, qui même si tout le monde massacre, moi je trouve qu'il est meilleur que le monde le pense. C'est sûr qu'on n'a pas, tu sais, un Piet qui a progressé énormément déjà et que Garde vous pousser encore plus loin. Et j'ai l'impression que Piet, c'est un joueur qui se met pas de limite, qui peut apprendre à tous les matchs, à tous les jours et s'améliorer sans cesse. Avec un entraîneur comme Garde, je pense qu'il va pouvoir exploiter encore plus son potentiel. Alejandro Silva aussi, qui va s'adapter.
Taider, on attend beaucoup plus de Taider, on va en reparler, j'imagine. Mais je pense qu'il y a une marge de progression aussi intéressante avec le club. Mais c'est surtout collectivement, je pense, que c'est quelque chose qui va pouvoir être ficelé. Et à travers l'année, je pense que collectivement, ce qui me fait moins peur de garde par rapport à Biello, c'est que Biello, du premier au dernier match, les joueurs, si disons on aurait fait comme le jeu FIFA, là, on aurait fait des notes et des progressions, tout le monde était sur la même note au premier ou au dernier match. La chimie s'est pas améliorée non plus. Tandis qu'avec un Rémi Garde, et même j'ai pas mentionné Jackson, mais Jackson, je pense qu'il a besoin d'un entraîneur qui le pique comme Rémi Garde, il peut progresser beaucoup avec lui. Je pense qu'à la fin de l'année, début ou dernier tiers de la saison, on va déjà voir des joueurs progresser, mais surtout des joueurs dans un collectif déjà plus huilé. Là, c'est une question de confiance aussi. Si on arrive à ramener peut-être juste une petite séquence, 2-3 victoires de suite, ce qui semble compliqué pour le moment, je l'accorde. Mais je pense que collectivement, il y a une progression dans ce groupe-là, mais aussi individuellement par les joueurs que je t'ai mentionnés, qu'on voit déjà. On a déjà vu un Piet progresser, on a déjà vu Evan Bush progresser. Cabrera vous avez fait 3 matchs extraordinaires là, avant de peut-être avoir une baisse de régime. Mais je pense qu'il y a de la progression qui va être faite cette année. C'est pour ça que moi, je fais confiance à Garde. C'est un entraîneur qu'à Lyon, c'est l'école. C'est faire progresser les joueurs. Le collectif, évidemment, mais les joueurs dans ce collectif. Et c'est pour ça que moi, c'est ce qui va m'intéresser le plus. Et j'y crois. Là. Je pense que oui, on peut progresser avec ce groupe-là. Peut-être pas finir en Coupe MLS, bien évidemment, là, parce que bon, il y a un talent assez limité. Mais oui, je pense qu'il y a la progression qui va être faite cette année avec Rémi Garde. Ben, justement, tu parles de l'expérience de formateur de Rémi Garde. L'impact dans son académie bouillonne de jeunes talents. Que ce soit dans les U15, les U17, les U19, et j'en passe. Tous ces jeunes-là dominent et brûlent leur niveau par rapport à leurs adversaires. Encore aujourd'hui, face aux académies des Red Bull, les sections là, des académies de l'Impact, les U15, les U17, les U19, ont remporté la victoire. Ce qui m'amène à penser, est-ce qu'il n'y a pas une forme de regret ou un prix à payer aussi par le fait que c'est plutôt à renoncer au FC Montréal, qui aurait pu aider justement actuellement là, des jeunes comme ça là, à faire une meilleure transition, plus en souplesse vers le niveau professionnel. Parce qu'on voit aujourd'hui certains jeunes là, qu'on a envoyés avec Ottawa et d'autres là, qui sont rendus en USL comme Mastakachar par exemple. Il semble là, qu'il y a comme une rupture là, et là on a comme peut-être perdu une génération, celle qui s'en vient. Bon, j'avais travaillé avec le FC Montréal, j'avais côtoyé du membre du staff et je me rappelle que tout le monde était très déçu en fait, tout le monde comprenait pas vraiment la logique. Bon, Saputo, on le sait que c'est pour des raisons financières. Je pense ça lui coûtait environ 2 millions, je crois, $2 par année. Et il disait, bon, j'ai pas de retombée économique, ça sert à rien, on ferme ça. En plus, on perd tous nos matchs. Par contre, tu l'as dit, là, on a un trou comme numéro 8 et on a Mastakachar en USL qui brûle la ligue. Est-ce qu'il aurait pu combler ce trou à la place de Kroliki? 100% que oui. Des jeunes attaquants ailiers, l'international haïtien là, qui vient d'être nommé avec l'équipe, si je ne me trompe pas, c'est nom, qui est un jeune de mes amis que j'ai avec lui, il me disait c'est un Oduro, il est extrêmement rapide. Techniquement, c'est pas le meilleur, mais il est rapide. C'est comme un Oduro un peu plus jeune. Est-ce qu'on aurait pu remplacer Oduro par ce jeune-là formé au club pour 300 000 $ de moins? Absolument. Est-ce que un joueur comme Edwards, quand il y a une période mauvaise, on aurait pu le faire jouer FC Montréal, comme on l'a fait avec Jackson à l'époque, pour lui donner de confiance? Oui aussi. Je veux dire, c'est plein de possibilités qu'on perd en fermant le FC Montréal. Le FC Montréal ne te rapportera pas de trophée, ne te fera pas gagner plus d'argent, mais les victoires du FC Montréal, les retombées du FC Montréal, c'est quand un joueur du Delà va finir au club, quand un joueur du FC Montréal comme Balou va partir en Europe. C'est ça qu'une équipe réserve t'amène. Et un effectif professionnel sans équipe réserve, à mes yeux, là, c'est très rare. Et c'est pas une logique. Si ton message en plus que tu passes, c'est on met de l'argent dans l'académie, on veut former les jeunes, mais tu fermes l'équipe réserve. Alors, moi, je trouve ça c'était une très mauvaise décision. En plus, les générations qui s'en viennent, parce que bon, les meilleurs giguères, les Crépeau, les Jackson, c'est pas des produits de l'académie. C'est des produits qui ont été terminés, leur formation à l'académie, mais ils n'ont pas commencé à 10 ans à l'académie pour finalement arriver à l'Impact. Les générations arrivent, mais les générations vont passer de U19 à MLS. Quel joueur de 17 ans va être prêt en jeu à MLS? Ça va être très difficile. Qu'est-ce qu'on va faire sinon? On va leur briser leur contrat. On va les prêter à Ottawa pour qu'ils jouent 5 minutes par année. Je trouve que c'est une très mauvaise décision parce que je pense que
comme tu l'as mentionné, les équipes des jeunes de l'Impact ont toujours eu des très bons résultats. Et pas seulement dans les compétitions internes MLS, non. Ils ont battu des équipes européennes, des académies d'équipes européennes, bien évidemment. Il n'y a que des bons commentaires, que ce soit en Europe, des jeunes de l'Académie de l'Impact. Donc, je pense que c'est vraiment un pas en arrière que l'Impact en fait. On parlait de recrutement tantôt, là. Ton recrutement interne va peut-être pouvoir te sauver d'énormément, des milliers de dollars et garder cette philosophie de club-là. Donc, présente dans le club, là, encore une fois, comme les New York Red Bulls. Tu m'enlèves les mots de la bouche, en fait, en disant ça. Effectivement, voir le FC Montréal plus comme un investissement que comme une dépense. Et aussi, bien, ces jeunes-là peuvent contribuer à bâtir l'identité de ton club, l'identité que tu cherches, en fait. Puisque ce sont des joueurs qui ont progressé à travers l'académie, qui ont été éduqués et formés d'une certaine manière. Moi, j'ai assisté là, au match qui a eu lieu en fin de semaine, là, et ce que j'ai pu constater, c'est que ces jeunes-là, ben, ils en veulent, ils avaient faim sur le terrain, ils avaient envie de construire quelque chose avec le ballon. La plupart du temps, malgré leur manque d'expérience, ces jeunes joueurs-là étaient capables de répondre, semblaient pas trop paniqués, semblaient comme plutôt à l'aise, si on veut, à jouer proprement en défense, puis ils ont été capables de gagner, je pense, en partie à cause de ça. Même dans les phases où les Red Bulls ont dominé le jeu, parce que, comme tu l'as dit tantôt, on ne domine pas le jeu entièrement. J'aime bien ta comparaison. Puis on pourrait même conclure cet aspect-là en se disant que oui, l'Impact peut avoir une philosophie de jeu au niveau de la possession, mais c'est pas obligé d'être le Barça, parce que la MLS, d'abord, c'est quelque chose de différent, mais je pense qu'on est capable, je prends l'exemple de Columbus cette fois, d'avoir une équipe qui sait mieux tenir le ballon et qui devrait nous permettre de marquer un peu plus de buts sur attaque placée. Et ça, éventuellement, il va falloir en arriver à ça parce qu'il n'y a aucun club de la MLS qui a remporté la Coupe en jouant le style que l'Impact, au niveau professionnel, pratique en ce moment ou a pratiqué au cours des 6 dernières saisons. La réalité, elle est là. Je me souviens, il y avait eu un consultant qui avait dit une fois, en 6 ans, l'Impact a marqué 50% de ses buts en contre. Et à sa connaissance, il n'y avait aucun club professionnel, que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde, qui a marqué autant de buts de cette façon-là. C'est comme inimaginable. Peut-être qu'il faudrait changer un peu, d'abord pour être moins prévisible et aussi pour espérer là, disposer d'alternatives plus grandes, ce qui rejoint là, ton propos, là, si on veut, là, par rapport au recrutement d'effectifs. Je veux qu'on revienne à Rémi Garde maintenant, un petit moment. On lui a beaucoup reproché ses changements tardifs pendant le match, son inaction par rapport à ça. Rémi Garde a répliqué plusieurs fois, ben, je ne fais pas confiance à l'effectif sur le banc, mais là, d'autres personnes ont dit oui, mais si t'envoies des forces fraîches, tu peux donner une chance à ce joueur-là de se faire valoir. Est-ce que tu crois qu'à travers ça, c'est un peu Rémi Garde qui apprend les réalités de la MLS aussi, parce que avant lui, quelqu'un comme Patrick Vieira ou Paunovic à Chicago, leur première saison, ça n'a pas été très fort, mais ils ont appris puis sont revenus plus forts au cours de la deuxième saison. Alors, je voulais savoir, est-ce que tu penses que Rémi Garde apprend un peu à la dure, malheureusement? J'ai pas de problème avec les messages que Garde passe. Quand il dit j'ai pas fait de changement parce que j'ai regardé sur le banc et je pensais que personne allait pouvoir nous aider. Après, nous, on jugeait sa décision simplement par le résultat. Ensuite, là, si Garde il gagne, on lui dit félicitations de ne pas avoir fait de changement. Là. Je pense que si lui prend une décision, il faut lui faire confiance. Et quand tu regardes le banc, là, tu peux pas lui donner tort. Là. Il y a Shami Chom sur le banc, il y avait Dan Adel qui est mystérieusement disparu après. Tu as des Mankosu qui sont en perte de confiance. Tu as Duro que dès le premier match, tu lui as dit que tu voulais plus de lui, mais même à ça, il se donne. Tu peux pas lui donner tellement tort. Moi, j'ai un exemple, là, une entrevue de Marcelo Bielsa à l'époque où il jouait à Bilbao. Son équipe gagnait 1-0. Il restait 70 minutes. Il continuait à jouer l'offensive. Finalement, ils se prennent 2 buts dans les 5 dernières minutes. Et 2 buts où 2 joueurs font 2 erreurs. Ils perdent le match 2-1. Et un journaliste lui dit Marcelo, pourquoi vous n'avez pas fait de changement? Pourquoi vous n'avez pas joué défensif? Vos changements coûtent la défaite à l'équipe. Il fait là, vous me parlez du résultat. Qu'est-ce qui s'est passé durant le match? On a dominé tout le match. Là, il est sorti les chiffres. On a les statistiques. On a dominé Nana. On fait 2 erreurs, on perd le but, mais ça n'a pas rapport avec les changements. Un peu Garde, dans le sens où on lui pose les questions seulement et uniquement par rapport au résultat, avec des suppositions que le remplaçant aurait, comme par magie, empêché les buts des équipes adverses. Je trouve que c'est facile à dire, surtout encore une fois quand il n'y a pas de banc de son côté. C'est sûr que, encore, même si je le disais plus tôt, on peut remettre en question, on peut essayer de comprendre pourquoi Garde n'a pas fait de changement. Lui, il nous répond clairement. Ce n'est pas un entraîneur qui fait usage de la langue de bois. Là, il est assez direct.
Et encore une fois, si tu regardes l'effectif, tu peux pas lui donner tort. Oui, je pense que Gard va prendre à la dure. Je pense que il va peut-être... j'ai l'impression qu'il va devenir un petit peu plus mesquin, j'ai envie de le dire. Il est peut-être un petit peu trop naïf, je dirais. Tu sais, quand des fois, Gard va pas faire le changement pour perdre 2-3 minutes pour briser le rythme parce qu'il fait confiance à son équipe et ce qui est correct. Peut-être qu'on pourrait commencer à le faire, chose qu'on faisait jamais à l'Impact. On se prenait toujours des buts en fin de match parce que on n'a jamais été l'équipe qui prenait, à part Bush, là, qui prenait toujours 5 minutes pour dégager, personne prenait trop de temps pour la touche. Personne restait par terre. Personne allait parler à l'arbitre. Aucun entraîneur vraiment a fait des changements à la fin pour briser le rythme ou encourager les fautes tactiques. Je pense que Gard va peut-être devoir amener ce côté-là. Même cette mentalité-là qui dit que vous devez être à 200% tout temps, en tout temps. Et je pense que Gard va devoir amener ça. Oui, je pense qu'il apprend. Moi, j'ai l'impression que Gard apprend que la MLS est plus difficile qu'il n'y croyait, que toutes les équipes peuvent te battre chez toi et qu'aller gagner à l'extérieur, c'est très difficile contre tous les clubs de la Ligue. Donc oui, il va y avoir une période d'adaptation pour ça. Mais de là, des fois, je trouve qu'on le critique un petit peu trop. Mais oui, il apprend la dure et j'ai déjà hâte de voir. En fait, de match après match, j'ai l'impression que Gard essaie des trucs différents. Ça, on l'a vu changer de formation, on l'a vu de mettre des joueurs en confiance, on l'a vu de piquer des joueurs. Donc moi, j'aime bien ce qu'il fait cette année en tant que gestion d'effectifs. J'ai l'impression qu'il s'attend à plus de ses joueurs. Je pense que là aussi, il va devoir s'adapter, que c'est une autre culture. Tu sais, je prends un exemple encore, Ancelotti, quand il est arrivé au PSG, il a dit, tu sais, ici, les joueurs, ils ne s'entraînent pas quand on est en Italie. Ils sont presque en vacances. Là. J'ai dû m'adapter à ça. J'ai dû les pousser, mais j'ai dû m'adapter aussi. Est-ce que Gard va devoir faire un pas vers les joueurs aussi et dire que, bon, ils n'ont pas la culture d'entraînement, comme il dit, je vais les pousser, mais peut-être pas m'attendre à ce qu'il voyait en Angleterre, à Arsenal avec Wenger ou à Lyon. Tu sais, est-ce qu'il va devoir justement peut-être faire un pas vers les joueurs aussi? Je pense que ça va se faire et c'est justement pourquoi c'est pas une année de transition. Là. Le monde dirait qu'il commence à être pas aimé par les joueurs, mais c'est une année d'adaptation. Peu importe le terme qu'on pourrait dire, mais c'est une année où Gard aussi va apprendre à connaître cette ligue, ce club et cette nouvelle culture. Là. Moi, je préfère utiliser le mot reconstruction. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas de honte à l'employer. Je l'ai dit tantôt en début d'émission. Mais tous ces points-là, ça m'amène une autre question. Parce que là, oui, on a parlé de changement d'effectifs, on a parlé d'adaptation et tout. Mais il y a un autre point qui ressort du mauvais début de saison de l'Impact et qui a été évoqué aussi, c'est le manque de leadership. Oui, on a changé 50% de l'effectif. La majorité, ce sont des joueurs plus jeunes. Et là, on a l'impression que il n'y a personne qui semble assumer une forme de leadership sur le terrain, que ce soit au niveau du leadership technique pour tenir, si on veut, le ballon, contrôler le tempo du match, que ce soit le leadership plus vocal pour calmer les joueurs ou pour les rediriger ou pour leur dire là, hey là, on se fait taper dessus, là, il faut qu'on se relève, il faut qu'on sorte la tête de l'eau, lancer des messages, là, tu vois. On a comme l'impression que les joueurs actuellement attendent qu'il se passe quelque chose ou qu'il y en a un qui naturellement, parce que pour moi, le leadership, c'est naturel, se lèvent et là, prennent un peu les commandes ou les rênes là, de l'équipe pour dire, là, hey, suivez-moi, là, on y va, là, puis c'est fini. Est-ce que tu crois que ce leadership-là va finir par apparaître là, au cours de la saison? On va finir par identifier là où les joueurs là, qui vont assumer ce rôle-là? Ou bien s'il faut peut-être penser à regarder ailleurs de ce côté-là pour trouver quelqu'un là, qui va calmer ou guider un peu les troupes? Un gars un peu qui gueule. Tu sais, un Laurent Simon le faisait bien quand même, tu sais, en réveillant sa défense, ses troupes. Après, c'est pas ça qui va t'amener une tactique ou une rigueur défensive, mais c'est quelque chose que, durant un match ou quand il reste 10-15 minutes, ça peut te réveiller, ça peut aller te chercher. Les grandes équipes ont toujours j'ai envie de dire, là, des relais de l'entraîneur sur le terrain. Gard ne peut pas crier aux 11 joueurs réveille-toi là, sur le terrain. Les joueurs, peut-être qu'ils ne l'entendent pas, sont concentrés sur le match. C'est pas la job de l'entraîneur. L'entraîneur, c'est de préparer les joueurs pour le match. Tu sais, par exemple, quand Taider n'avait pas un bon match, on entendait seulement Batz lui crier quoi faire. Tu sais, ça aurait dû être un autre milieu qui aurait dû guider Taider, qui aurait dû, tu sais, peut-être même Piet, je veux dire, tu sais, ça va bien, tranquille, Saphir, ou attention, regarde Nacho, regarde Jackson, je suis derrière toi, tu sais, qu'il lui parle un peu plus, qu'il le guide. Peut-être qu'il l'a fait et que Taider l'a pas écouté. Hein. C'est vraiment une supposition. Mais tu sais, ça prend un relais peut-être sur le terrain. Je pense que Piet est en train de le devenir. On le voit parler de plus en plus, prendre plusieurs responsabilités. Bush, avec sa défense, il leur parle beaucoup. Après, je pense que ça prend, comme tu as dit,
un Nacho, là, un Nacho Piatti qui te montre l'exemple, qui te fait gagner des matchs, si lui te parle, c'est sûr que tu veux l'écouter. La chimie Jackson, Piatti, je pense que Nacho lui parle beaucoup, Nacho l'encourage beaucoup et ça se voit sur le terrain. Là. Ils se font confiance et on doit développer ça encore plus. Peut-être plus de leadership positif. Parce que bon, Blairim, c'était un leadership, mais à la fin, il amenait pas mal les joueurs vers le bas. Donc, oui, ça prend plusieurs leadership sur le terrain. Est-ce que c'est un manque dans le recrutement? Je pense que oui. Après, je suis convaincu que du peu qu'on a vu de Diallo par ses entrevues aux journalistes et tout, Diallo, je le voyais comme un leadership positif sur le terrain, moi. C'était un gars qui parlait beaucoup, qui s'imposait, qui calmait aussi quand il devait calmer. Donc, je pense que sa blessure a fait plus mal qu'on pense. Et je pense que oui, par contre, le recrutement, tu l'as dit, les leaders, si tu n'en as pas, c'est correct, mais tu dois aller en chercher un. Je me rappelle Davy Arnaud, quand tu allais le chercher au début, c'était pas un extraordinaire joueur, mais sur le terrain, son leadership amenait qui courait, de fait qu'il court partout, il encourageait tout le temps les joueurs, tout le temps positif. Et avec un club qui était loin d'être grandiose, là, on avait des bons résultats, souvent au mental, souvent parce qu'on se donnait plus que l'adversaire. Donc, ça nous prend peut-être un gars comme ça, un gars d'énergie, là, comme on dit au hockey, vraiment pour ramener plus une mentalité positive pendant le match. Là, souvent, l'impact s'écroule et je pense qu'il y a quelqu'un comme ça pour empêcher ça. Tu disais dans ta réponse que Joël Batz criait souvent après Safir Taider pour lui donner des instructions, lui dire de marquer tel ou tel joueur ou de faire tel ou tel geste avec le ballon, telle passe, etc. Je sais pas s'il y a eu une erreur de casting dans la façon de voir le profil de Safir Taider. On l'a vu comme étant un remplaçant de Jim Eiley, mais sa position laisse croire qu'il serait plus un remplaçant de Patrice Bernier, mais c'est pas le même profil non plus comme joueur. Est-ce qu'on devrait pas, pour l'aider, surtout qu'avec la sélection algérienne, avec le sélectionneur actuel, Rabat Madjer, on peut dire que le feu est pris entre les deux hommes, pour leur lancer mentalement et lui redonner confiance, est-ce que Rémi Garde et son staff ne devrait pas redéfinir un peu son rôle pour que, justement, on voit un peu plus son talent dans le volume de jeu et dans ce qu'il peut apporter sur le terrain? Je pense que c'est quelqu'un qui, s'il parle, on va l'écouter. Par exemple, un Kroliki, je pense qu'il y a énormément à gagner d'un Taider. Même un Piet a énormément à gagner de l'expérience de Safir Taider. Je pense que, comme tu l'as dit, avec la sélection algérienne, je suis persuadé que c'est quelque chose qui lui tient énormément à cœur et ça lui fait mal, je pense, d'avoir ces problèmes-là avec sa sélection. Ça l'affecte, c'est sûr. Après, Taider, je pense, depuis le début, il est en deçà des attentes parce qu'il veut faire plus que les attentes. Sofiane nous l'avait bien décrit comme joueur. Là. C'est un relayeur. C'est un gars qui contrôle, il se tourne et il brise les lignes en faisant des passes. Là, on dirait qu'il essaye, il se force un peu à devoir dribbler, à courir beaucoup, il se fatigue. Il le fait très bien, c'est un très bon joueur. Techniquement, c'est peut-être un des meilleurs joueurs de l'Impact. Il est très propre. Après, est-ce que c'est parce qu'il manque un autre 8 à côté de lui, justement, qui peut faire les box-to-box? C'est une partie, je pense, de la solution pour que Taider explose. Mais oui, absolument, un Taider en pleine forme, là, ça nous ferait beaucoup de bien, que ce soit, encore une fois, avec ses pieds, avec son leadership. Je pense qu'il peut en avoir un quand même. Je pense que Garde lui fait énormément confiance et je pense que Safir apprécie beaucoup. Son but, je me rappelle, c'était contre Atlanta, je crois, oui, sa célébration, là, il hurle, là, c'est la rage. Il veut gagner, il veut bien faire. Donc, je m'en fais pas pour Safir. C'est juste que je pense mentalement, il est un petit peu touché en ce moment. Moi, j'ai confiance en lui. J'aimerais ça qu'il y ait j'ai envie de voir encore les milieux à 3, Silva, Taider et Piet, pour qu'on laisse plus d'espace en fait à Safir de s'exprimer sur le terrain. Ben là, tu parles qu'il manque peut-être un autre 8 pour peut-être l'aider ou un 8 qui aurait un profil un peu différent. Est-ce que, à ce moment-là, pour ce qui est du prochain mercato estival, l'Impact ne devrait pas justement recruter dans ce sens-là ou aller, là, mais là, ça c'est plus moi qui parle, recruter un milieu axial qui serait un milieu créateur offensif, un 10 en quelque sorte, qui jouerait devant Taider et Piet et qui jouerait entre Piatti et Silva et qui permettrait là, de pouvoir animer un peu plus l'attaque et amener une alternative supplémentaire. Bon, là, je dis un 10, mais comme je l'ai dit, ça peut être un 8 qui serait un peu plus offensif, là, qui amènerait là, un peu plus le ballon, puis qui serait une option supplémentaire pour un gars comme Safir Taider dans la relance. Parce que s'il y a une chose que j'ai remarqué aussi dans les mauvais moments que Safir Taider a eu sur le terrain, c'est qu'il semblait pas faire confiance à l'effectif autour de lui. Remarque qu'il est pas tout seul. Il y a, visiblement, là, quand l'osmose prend pas, les joueurs ne font pas encore tout à fait confiance. On envoie souvent le ballon à Piatti, et ça, je
pense que c'est une erreur parce que Piatti est très souvent couvert et à un moment donné, lui donner le ballon, l'adversaire peut anticiper notre jeu. Il faut pouvoir faire confiance un peu plus aux joueurs qu'il y a autour de nous pour que le collectif s'exprime. C'est pour ça que je pensais, est-ce qu'en termes de recrutement, il n'y a pas une option à aller chercher de ce côté-là au sein du milieu de terrain? Soit partant depuis le premier match. Encore une fois, moi, je n'embarque pas dans le hater fan club de Kroliki. Moi, je le trouve quand même bon. Je trouve que dans le contexte où il arrive de nulle part et il joue titulaire tous les matchs, il fait bien. C'est sûr qu'il n'est pas un titulaire indiscutable parce que c'est pas ça son rôle, c'est pas ça son poste. Il devrait pas être là pour ça. On devrait avoir un autre milieu pour que Taider se contente de relayer et de diriger le jeu, puis être plus récupéré sans devoir supporter toutes les attaques en plus. Et après, pour être honnête avec toi, Mathieu, qu'on parle de 8 ou de 10, c'est le même profil. On veut un meneur de jeu avancé qui va faire la différence dans les 30 derniers mètres dans l'axe. Donc, que ce soit un 8 ou 10, je pense qu'en fait, ça n'existe plus les 10, en fait. Les 10 modernes, c'est des 8 maintenant. Je pense qu'un Lee Nguyen, ça aurait été parfait. C'était le joueur parfait pour l'Impact. Après que les Revs n'aient pas voulu l'échanger à l'Impact, ça fait du sens aussi. Est-ce que nous, on échangerait peut-être Piatti à une équipe concurrente? Non, c'est normal. Donc, oui, je pense que le rôle de 8-10 va être la priorité. Un 9, on parle beaucoup de 9 aussi. Mais Jackson, Mancosu, là, ils marquent pas, ils n'ont pas beaucoup de ballons non plus. Si tu rajoutes un 8 ou un 10, meneur de jeu offensif, donc, je pense que ces joueurs-là vont avoir plus de ballons, plus d'occasions de marquer et ils vont pouvoir te mettre peut-être 10 buts, 10-15 buts Jackson, 8-10 buts Mancosu. Bon, peut-être moins Mancosu, ça dépend s'il reste toute l'année. Mais tu sais, je veux dire, tu n'auras pas besoin d'aller chercher un 9 superstar si tu as un bon milieu de terrain qui crée beaucoup d'occasions par match et tu as la chance d'avoir un Piatti qui te met entre 15 et 20 buts. Donc oui, je pense que le milieu de terrain, pour moi, c'est le rôle prioritaire, surtout avec un entraîneur garde qui semble beaucoup mettre de responsabilité à son milieu de terrain. Ça prend un autre milieu de terrain d'élite, si on veut, pour pouvoir réussir. Il ne faudrait pas oublier qu'au moment où le mercato hivernal avait commencé, le premier nom qui a été mentionné dans les médias, c'était Clément Grenier, qui est un meneur de jeu, en fait. Quand on voit ce qu'il fait à Guingamp lors de la fin de saison en Ligue 1, moi je me disais, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à l'avoir. Il aurait grandement aidé l'Impact de Montréal. C'est bien beau de rêver. Tantôt, justement, parce que je vais rester au niveau du recrutement et le mercato estival qui s'en vient. Tantôt, Alec, tu as évoqué justement le fait, et je suis d'accord avec toi là-dessus, qu'on ne regarde pas assez au sein de la cour là, de la MLS, là, qu'on ne regarde pas assez au sein de la Ligue en elle-même pour recruter. Parce que les places internationales, elles valent cher et elles sont limitées. À moins qu'on en libère si on vend quelqu'un comme Mancosu, etc. Et en plus, on est passé tout droit certains joueurs. Moi, ça m'étonne que Tony Tchiani, on n'ait pas envisagé d'aller le chercher, alors que lui est parti de Vancouver pour jouer à Chicago, même si on ne l'a pas vu. À un moment donné, j'étais là, je me disais, mais Tchiani aurait grandement aidé l'Impact par son profil et par ce qu'il apporte dans le milieu de terrain. Quand tu regardes le milieu aujourd'hui, en tout cas, il n'aurait pas été de trop. Mais ça, c'est un exemple, on pourrait en nommer d'autres. Est-ce que tu vois des cibles, toi, au sein de la MLS, là, qui pourraient être disponibles ou qui pourraient être attrayants? Ça va être difficile à trouver ça en MLS durant l'année. 8-10 titulaires à l'Impact demain matin. Moi, je le voyais là, absolument à l'Impact. Tu sais, Nguyen, Piet, Taider, Silva, Piatti et Jackson ou Mancosu devant. Préférence pour Jackson, évidemment. Moi, je pense que ça aurait été très solide. Après, Garde a répété 2-3 fois que peu d'équipes voulaient échanger en MLS parce que la saison était entamée. Tu as mentionné Tchiani, absolument. Je pense que même, à la limite, de ramener un Felipe, ça aurait pu être intéressant. Là. Je suis pas sûr qu'il aurait voulu revenir. Après, je pense pour des latéraux, il va falloir regarder. C'est qu'on peut pas trop aller chercher de joueurs parce que là, ça va être libérer de l'argent, ça va être le premier défi de l'Impact. Là. Peut-être la seule possibilité que je peux voir, là, c'est des équipes qui sont déjà complètement éliminées, là, qui savent qu'ils vont finir dans les derniers, des DC United, des Colorado Rapids peut-être qui vont vouloir peut-être libérer des salaires aussi. Après, le truc, c'est que nous non plus, on n'a pas de place sur la masse salariale. Mais comme tu l'as dit, l'estival, je pense, c'est peut-être pour aller chercher à l'extérieur. Encore une petite équipe à MLS sont en plein milieu de l'année. Et entre les saisons, donc le mercato hivernal, je pense que c'est fait. Oui, là, tu peux aller chercher des joueurs en MLS, des équipes. Peut-être qu'ils ont un jeune qui remplace le gars de 28-29 ans et que nous, on peut aller chercher ce joueur-là, finalement. Un peu les Red Bulls, je pense que des fois, il y a peut-être
ils laissent partir des Kleshtan, des Philippe, qu'ils ont encore 2-3 bonnes années faciles dans leur corps là, en MLS. C'est peut-être ces joueurs-là, l'Impact aurait besoin d'une solution à court terme. Un Kleshtan, un Philippe, ça aurait fait du bien au milieu de terrain. Donc je pense que oui, en hiver, il y a plus de choses à faire pour l'Impact. Il y en a qui disent d'ailleurs que pour qu'on voit l'équipe à l'image de ce que Rémi Garde veut mettre sur le terrain, ça prend au moins 2-3 mercato pour qu'on en ait une idée plus globale. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi? 2-3 ans. C'est vrai que 2-3 ans, ça fait beaucoup un peu. Peut-être que... Oh oui, t'as raison, c'est vrai, t'as raison. Non, mais attention, il y a 2 mercato par an. Comme lui laisser 2 périodes, donc 1 an, pour laisser recruter, après pour laisser aussi jauger les joueurs qu'il y a. On peut pas blâmer Garde. En fait, on peut le blâmer d'une certaine façon, mais il connaissait pas les joueurs par cœur. C'est pour ça qu'il les fait jouer. Il les voit tous les jours à l'entraînement. Et je pense que son avis va être se développer de plus en plus sur les joueurs, sur les points faibles, les points forts. Quels joueurs peuvent progresser, quels autres un peu moins, sur quelle particularité les faire progresser. Donc oui, peut-être cette année pour apprendre à connaître ses joueurs, à jauger ses recrues, à voir quel type de joueur s'adapte plus facilement dans cette ligue qu'est la MLS. Donc oui, je pense 2 mercatos, ça fait du sens. Un pour préparer ta première équipe qui a été ratée. En été, peut-être pour amener des compléments ou pour patcher ce qui manquait. J'ai hâte de voir le prochain mercato hivernal pour voir vraiment... Il va falloir faire bouger l'effectif. Oui, 2-3 mercatos, ça fait du sens, absolument. Pour les recrues, après, sur le terrain, je pense que durant cette année, on va déjà avoir une progression. Mais pour les recrues, 2-3 mercatos, ça fait du sens. Moi, j'ajouterais que, pour corroborer ce que tu viens de dire, que ça va permettre à la direction de liquider le bois mort qui reste surtout celui de l'an dernier, pour reprendre un terme malheureusement un peu négatif, mais aussi pour ajouter l'élément de profondeur que l'Impact recherche depuis des années. Parce que je l'avais dit sur Twitter, on n'avait pas de 11 titulaires l'an dernier, on cherche à en construire un. La profondeur devient un luxe, ça sera pas tout de suite qu'on va l'avoir. Chaque chose en son temps. Ce qui m'amène d'ailleurs à la dernière question. Pour le reste de la saison, Rémi Garde et son staff, c'est quoi que devrait être leur approche? Est-ce qu'on dit aux joueurs, oubliez les séries, ne focussez pas trop là-dessus ou trop en avant, on va y aller une étape à la fois, un match à la fois, pour que le collectif se fasse ou se solidifie? Comme tu l'as dit, prendre un match après l'autre, c'est sûr que si on regarde le classement, ça nous fait mal. Après, on a 7 points sur la 6e place. C'est pas énorme. Si les Revs, après, les Revs n'ont pas resté sur ce rythme-là toute l'année. Après, c'est sûr que les séries, ça va être difficile parce qu'à Toronto, ils sont à 10 points. Je suis pas sûr qu'ils vont réussir à aller en série. Donc, ça fait beaucoup de place en moins. Par contre, l'Impact doit finir l'année sur une note positive, doit progresser de match en match. Si à la fin, on ne fait pas les séries par 6 points, mais qu'il y a beaucoup plus de victoires, beaucoup plus de matchs nuls à l'extérieur, que chaque match... là, il y a des matchs où on se dit on va se prendre 8-0, où on perd 4-0 puis on dit on aurait pu prendre 6-7. C'est un peu catastrophique. Là, c'est la fin de l'année. On a défensivement, tu vois qu'on devient une équipe solide. Après, c'est des grossis, là, mais si on progresse d'année de match en match, comme je disais, qu'on finit l'année en se disant bon, il nous manque de la profondeur, il nous manque peut-être 1 ou 2 postes qu'on peut améliorer, mais en tant qu'équipe, on s'est amélioré, on est allé chercher des résultats. On a réussi à gagner des matchs. Malgré les débuts de saison difficiles, je pense que c'est vraiment de bien finir qui va être la priorité numéro 1. Parce que si on finit avant-dernier avec une moyenne de buts comme en ce moment, ça va être difficile. Là. Tout le monde va vouloir tout jeter. On va douter de presque tous les joueurs, sauf 2-3. Ça va être une année perdue. Là. Parce que oui, c'est une année de reconstruction, comme tu l'as dit, je comprends ton point. Mais si l'année de reconstruction, tu finis avant-dernier avec des joueurs de 30 ans, 28 ans, qu'est-ce qui dit que ça va être meilleur l'année prochaine? T'sais? Donc, c'est vraiment de finir, de prendre aujourd'hui à la fin de l'année, faire ça en crescendo et bien finir, et de finir en une sorte que nous, les partisans, que le staff, que les joueurs, ils vont se dire l'année prochaine, on va commencer comme on a fini, puis on va faire les séries. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Je ne peux que t'appuyer. Et on va souhaiter effectivement qu'il y ait des signes de progression. Mais moi, avant le début de la saison, j'avais dit ce qu'il en était, que j'allais pas regarder les résultats ou le fait que le club fasse les séries ou non, puisqu'on avait dit qu'on avait changé d'entraîneur et le staff, qu'on voulait implanter une nouvelle philosophie de jeu. Ben, je voulais voir des signes de ça. Je voulais voir comment le nouvel effectif, puisqu'il y avait eu quand même beaucoup de changements au niveau des joueurs, ben, qu'est-ce qu'ils allaient apporter. J'ai suivi le camp d'entraînement, comme toi aussi, là, sur le web,
web et tout. Ce sont ces signes-là que j'espère voir, peu importe les résultats là, lors des prochains matchs de l'Impact d'ici la fin de la saison. Ben, Alec, merci encore une fois infiniment d'avoir participé et de nous avoir fait bénéficier de tes lumières sur la situation avec IMFC. On te suit, mais comme toujours, avec le Lopo Avendano, avec Fred Lopo, et le tout nouveau podcast Blaugrana Michael Miller. sur le FC Barcelone, avec Michael Miller. On va suivre donc les aventures de l'équipe avec la puce Léo Messi, grâce à son fidèle partisan, l'Enchilada Alec Avendano, puisqu'on aime bien les surnoms alimentaires ici au Cannes Football Club, Couscous Péripéri et j'en passe. Moi, j'ai moi-même suggéré, vous pouvez prendre entre bœuf bourguignon ou bien coq au vin, ça me dérangerait pas. Donc, voilà, vous êtes prévenus. Évidemment, si vous allez aussi sur le site du Cannes Football Club, bien, vous pouvez trouver évidemment tous les autres podcasts comme on l'a dit tantôt, le Couscous Péripéri, Borat Sport et Rock'n'Roll, les faits saillants de la MLS et tout ça sur le compte du Cannes Football Club Plus sur SoundCloud ou iTunes également. Alors voilà, c'est ce qui complète cette dernière édition du MLS Africa Plus. Ici Mathieu Lemay qui vous dit au revoir et à la prochaine!